Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dernière parution. Collection internationale. Dirigée par Denis Rolland, Joël Chassin, Françoise Dekowski et Marie-Hélène Touzalin. Cette collection a pour vocation de présenter les études les plus récentes sur les institutions, les politiques publiques et les forces politiques et culturelles à l'œuvre aujourd'hui. Au croisement des disciplines juridiques, des sciences politiques, des relations internationales, de l'histoire et de l'anthropologie, elle se propose, dans une perspective pluridisciplinaire, d'éclairer les enjeux de la scène mondiale et européenne. Dernière parution. Miguel Suárez Boza, le port de Casablanca au XXe siècle. Une source de développement pour le Maroc, 2019. Guy Laurent, Les ambiguïtés de la démocratie participative, de Porto Alegre aux Gilets jaunes, 2019. Despina Thomescu, Roumanie Histoire d'une identité, 2019. Jean Kudela et Bernard Laurie dire, Le regard sur l'autre en Europe médiane, 2019. Rubenilson Brazao Texera, avec la participation d'Edja Triguero, des deux côtés de l'Atlantique, Natal Dakar dans une perspective comparative, 2018. Jules Durand, Lettres de prison septembre 1910 au février 1911, 2018. Félix Pavia, Mexique, La guerre perdue contre le narcotrafic, 2018. Laurie Servière, Colombie, La paix comme levier politique international, 2018. Antonia Aemo Sanchez, Marie Galera, Métissage de la création théâtrale. Amérique hispanique Espagne-France, 2018. Tristan Lefortmartine, Des droits pour la nature? L'expérience équatorienne, 2018. Mariela Villasante Cervello et Raymond Taylor sous la dire de, avec la collaboration de Christophe de Beauvais, Histoire et politique dans la vallée du fleuve Sénégal. Mauritanie. Hiérarchie, échange, colonisation et violence politique, 8e-21e siècle. Essai d'histoire et d'anthropologie politique, 2017. Catherine Durandin, Irina Gridan, Moldavie, Repères et perspectives, 2017. Ruggiero Gambacurtascopello, Les régimes passent, l'État développementaliste demeure. Le cas de la Banque nationale de développement économique et social, BNDES, au Brésil, 2017. L'Institut des hautes études, pour la science et la technologie. L'IHEST est un établissement public à caractère administratif, sous tutelle des ministères chargés de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, créé par décret du 27 avril 2007. L'Institut des hautes études pour la science et la technologie assure une mission de formation, de diffusion de la culture scientifique et technique et d'animation du débat public autour du progrès scientifique et technologique et de son impact sur la société. Les sciences intègrent l'ensemble des dimensions d'une société et produisent les innovations qui œuvrent à son évolution. Fort de ce constat, le cycle national de formation de l'IHEST propose une immersion au cœur de l'écosystème de recherche et d'innovation en France et à l'international, afin de poser les bases d'une meilleure appréhension et anticipation des défis de demain. Le cycle national répond à la nécessité citoyenne de former ensemble les cadres dirigeants des secteurs publics et privés à une culture des sciences, de l'innovation et de la technologie, pour les aider à mieux faire face à la complexité du monde, comprendre et anticiper ses mutations, accompagner et influencer les transformations, faire des choix lucides et partagés. Changement climatique, transformation digitale, énergie, alimentation, les défis de notre société transcendent les sphères publiques et privées. C'est à la croisée de ces deux mondes et de leurs enjeux que le cycle IHEST concentre ses sujets de réflexion. Chaque année, la thématique générale du cycle se décline en différents domaines spécifiques comme l'intelligence artificielle, les data, la santé, l'énergie, l'éducation, la mobilité, etc., ou en thématiques transverses comme l'économie de la connaissance, le design, la responsabilité sociale de l'entreprise, les risques ou l'innovation durable. Chaque sujet est observé sous le prisme de différentes sciences, de différentes préoccupations sociales, de différentes sensibilités culturelles. Au fil des ans, à l'issue du cycle annuel, des auditeurs se regroupent au sein d'une association des auditeurs, AIHEST,
pour apporter leur concours au rayonnement de l'institut de formation et promouvoir une culture partagée de la science et de la technologie. Ainsi, ils forment un réseau porteur des liens entre science et société, et mettent au service du bien commun cette formation et leurs expériences comme en témoigne cet ouvrage Regard croisé sur l'intelligence collective initié par l'association. Préface. L'intelligence collective est sur le devant de la scène. Elle s'invite dans les colloques ou les séminaires. Réputée vertueuse, parée de toutes les qualités, l'intelligence collective s'impose dans les discours comme dans les pratiques. Conceptuellement, elle a tout pour plaire. Elle consacre la réflexion et promet le meilleur par la convergence des opinions et ou des expériences. Sur le plan de la dynamique de groupe, elle permet à chacun de participer et de contribuer à la décision ou à la délibération. On peut lui appliquer la fameuse formule attribuée à Henry Ford: se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Mais l'intelligence collective, de quoi s'agit-il au juste? D'une nouvelle mode managériale? Ou bien d'un outil méthodologique pas si facile à manier, mais permettant de saisir la multidisciplinarité des questions qui se posent dans les organisations, ou plus largement dans la société, et de répondre aux besoins d'inclusion des parties prenantes? Edgar Morin nous a enseigné que notre monde est complexe. Rares sont désormais les problématiques qui se contentent d'une réponse monodisciplinaire ou experte. L'expertise est indispensable pour traiter des problèmes compliqués qui requièrent des compétences pointues, techniques, reconnues ou académiques. Toutefois, elle ne rend pas compte de toutes les situations. Les problématiques que rencontrent les décideurs sont devenues complexes et singulières. Face à des enjeux qui imbriquent économie, société, culture, géopolitique, gouvernance, et à l'intelligence artificielle qui les confronte à des milliers ou des millions de données de tous ordres, ils doivent prendre en compte une infinité de facteurs et faire émerger des solutions aptes à traiter la complexité des situations et leurs conséquences. Les approches normatives, spécialisées ne suffisent plus. Pour passer du compliqué au complexe, il nous faut mobiliser de nouvelles ressources et repenser la façon de prendre et de mettre en œuvre les décisions. Fondé sur le constat que le groupe est beaucoup plus que la somme des individualités qui le composent, l'intelligence collective est d'abord simplement une méthode de travail, visant à associer plusieurs personnes ayant un objectif commun, permettant de traiter un problème ou un ensemble de problèmes, et d'imaginer des solutions et des actions d'autant plus pertinentes qu'elles auront été proposées par une diversité d'acteurs concernés. Le recours à l'intelligence collective permet de décloisonner, de remédier à la disjonction des connaissances, de créer un dialogue contradictoire et fécond, et in fine de rendre compte de la complexité et de la gérer. La méthode fondée sur l'intelligence collective permet de catégoriser puis de confronter, de hiérarchiser, d'agencer et de relier les savoirs. Ce faisant, elle appréhende les facteurs de contingence d'une situation et si elle se fonde nécessairement sur l'approche experte, elle la complète. Mais elle requiert une très forte exigence méthodologique pour établir entre les individus du groupe un dialogue fécond, fondé sur l'observation des faits, sur des connaissances éprouvées et sourcées et non sur leurs opinions, et sur la pratique entre eux, de la controverse au sens où on l'entend en science, qui seule peut tester puis assurer la robustesse de la réflexion et des conclusions. À cette exigence intellectuelle, s'ajoute au préalable toute une forme d'ingénierie propre à définir les modalités de contribution des acteurs. La méthode de l'intelligence collective ne se confond pas avec les démarches participatives qui se contentent de recueillir et de compiler les réponses. Elle nécessite un protocole qui rend compte de la qualité des travaux menés et des réflexions qui concourront à la prise de décision. Ainsi, s'aventurer en intelligence collective n'est pas tâche facile et soulève de nombreuses questions. Comment motiver et mobiliser autour d'une problématique ou d'une cause? Quels sont les biais associés à la parole profane? Comment évaluer la légitimité ou les intérêts des acteurs? Comment distinguer et reconnaître les travaux menés en intelligence collective? Peut-on s'appuyer sur la loi forte des grands nombres et considérer que la multiplicité des opinions sera garante de la pertinence des analyses et ou des solutions formulées? L'intelligence collective quitte parfois son statut de méthode de travail pour revêtir une autre dimension, presque philosophique, qui dépasse l'objectif pour lequel elle a été mise au point. Elle devient elle-même objet de débat lequel recouvre un modèle de société,
ou à tout le moins une éthique de vie. Utopie pour certains, révolution dans les comportements sociaux pour d'autres, les tenants de l'intelligence collective sont ambitieux et la considèrent comme le symptôme d'un besoin d'écoute et de démocratie sociale en même temps qu'un moyen propre à les raviver. En effet, la pratique de l'intelligence collective manifeste à un instant donné l'intérêt porté à une question via la mobilisation des citoyens ou du corps social d'une entreprise. Elle a donc des effets induits, elle crée des occasions inédites d'échange, contribue à la transversalité et permet de s'approprier au travers de son expérience une problématique qui jusque-là semblait hors de portée. En s'engageant au-delà de sa posture institutionnelle, elle stimule la créativité, discute ou fait émerger de nouvelles hypothèses, permet de collecter un matériau inédit ou encore promeut des idées, des projets et crée les conditions de l'engagement. Elle articule les considérations stratégiques et opérationnelles en reliant la pensée à l'action. Bref, elle démocratise la décision. Ce faisant, elle redonne ainsi espoir quant à la pertinence de l'action du plus grand nombre. Nombreuses sont les disciplines qui permettent de retracer sa genèse, et l'histoire des idées nous renseigne sur l'intérêt porté désormais à l'intelligence collective qu'il s'agisse de considérer la perspective économique, citons par exemple Adam Smith, politique, en particulier de Tocqueville, ou encore philosophique, les écrits du début du XXIe siècle de John Dewey sont lumineux. Il est plus facile de vivre en théorie qu'en pratique. Car rendre compte des pratiques d'intelligence collective pour fédérer, façonner et expliciter des techniques ou un corpus de méthodes n'est pas aisé. Et les controverses ne manquent pas. Par conséquent, faire la démonstration de la capacité d'un collectif à intégrer la parole experte, à converger et à influer sur le cours des choses se heurte au réel, au doute, à l'inertie, au risque qu'il est difficile de faire prendre à un collectif. Les intentions visant à s'essayer et initier des dispositifs d'intelligence collective se multiplient. Mais l'évaluation reste à mener pour cartographier les pratiques, distinguer les usages. C'est dans ce cadre qu'une centaine d'auditeurs et auditrices formés au cours des 13 dernières années à l'IHEST se sont intéressés au sujet. Au cours du cycle national, Enjeux sociétaux, sciences et décisions, les auditeurs expérimentent en effet des dispositifs d'intelligence collective permettant de faire dialoguer scientifiques et experts avec les représentants de la société que sont les cadres dirigeants en formation. Ces auditeurs, TRIS, regroupés aujourd'hui au sein de l'Association des auditeurs de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie, AIHEST, ont eu envie d'explorer la mise en pratique de l'intelligence collective une fois terminée leur formation, une fois revenus dans leurs institutions, et de partager leurs propres expériences. Ils ont souhaité livrer leurs recherches, leurs lectures, leurs réflexions, leurs convictions même, tout en les émaillant d'exemples concrets. Pour aller plus loin en pratiquant ensemble la démarche d'intelligence collective, ils se sont mobilisés autour d'un projet commun. Le projet, singulier, a été d'écrire un ouvrage sur l'intelligence collective en pratiquant l'intelligence collective. Mais comment diable écrire un ouvrage dans des délais très rapides, 6 mois, en renonçant à la primauté de l'auteur? Comment renoncer aussi à toute intentionnalité et laisser les uns et les autres livrer leurs perceptions, leurs expériences ou leurs convictions relatives à l'intelligence collective et à ses pratiques? Comment donner du sens à ces échanges, à ce foisonnement d'idées et les rendre intelligibles et présentables? Comment ne pas prétendre à la rédaction d'une énième version polissée de l'intelligence collective? C'est le résultat de cette épopée que les lecteurs trouveront ici. Cet ouvrage est une mise en abîme. Il agence la parole experte des grands témoins avec les discussions relatives aux pratiques et parcourt les grandes questions qui se posent. Quelle définition, quelle réalité pour l'intelligence collective? Quelle typologie d'usage? Quelles approches, quelle méthodologie? Et de façon plus subversive, quelles perspectives, quelles utopies, quel dévoiement de l'intelligence collective? Ce texte surprend et contrevient sans doute au canon classique. Il ne se présente pas par son fil directeur, mais par ses nuances et le relief du patchwork qui multiplie les angles de vue et par l'agencement des savoirs révélant le sens des propos et des rencontres. Ces pages rendent compte de l'intelligence collective en action, avant qu'elle ne soit assimilée par les systèmes. Elle comporte par conséquent nombre d'imperfections que d'aucuns ne manqueront pas de relever, et nous les invitons à le faire et à nous les communiquer. Ces pages, enfin,
témoigne d'une expérience unique pour tous ceux qui de près ou de loin ont permis que ce document s'élabore avec passion et angoisse, en défiant les règles et le temps. Que chacun soit remercié pour ce chemin parcouru. Malgré l'incompréhension parfois suscitée, les doutes, l'expérience de l'intelligence collective est devenue tangible quand il s'est agi d'accepter de se laisser guider par l'intuition, par la dynamique des auditeurs, par leurs convictions et par leurs contradictions. Bref, cet ouvrage est, nous l'espérons, l'initiation d'un processus, une première étape qui s'enrichira des questions qu'il suscite. Merci aux contributeurs de ce petit ouvrage, et bonne lecture à tous ceux qui s'y plongeront. Pour l'Association des auditeurs de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie, Fabien Serrail-Darian, président de l'AAIHEST. Doyen associé à l'innovation, Schema Business School. Pour l'Institut des hautes études pour la science et la technologie, Sylvane Casademont, directrice de l'IHEST. Ceci n'est pas un livre, mais le résultat d'une expérience d'intelligence collective sur l'intelligence collective. Ce livre n'est pas un ouvrage autoritaire et spécialiste sur l'intelligence collective. Ni exhaustif ni théorique, il s'appuie d'abord sur les contributions d'un groupe d'auditrices et d'auditeurs issus du cycle annuel de formation de l'IHEST. Regards de praticiens, récits de grands témoins, spécialistes et simples observateurs se mêlent au fil de l'ouvrage pour livrer une vision composite, partielle et parfois partiale, de l'intelligence collective. Résultat d'une année d'échanges durant laquelle se sont succédés colloques, ateliers, questionnaires, appels à contributions et finalement, pour les plus aventureux, Booksprint, l'ouvrage condense et croise les regards d'un groupe animé par une intention commune, la volonté de mettre en application les principes de l'intelligence collective portés par l'IHEST. En un mot, ceci est un ouvrage sur l'intelligence collective écrit en intelligence collective. Quelle en est sa généalogie ? Le projet d'une réflexion sur l'intelligence collective a été imaginé au sein de l'Association des auditeurs de l'IHEST, afin de produire un ouvrage sur un thème au centre des préoccupations et des principes fondateurs de l'IHEST. La pratique de l'intelligence collective est de fait un élément structurant de l'IHEST auquel l'ensemble des auditrices et des auditeurs a été introduit lors d'un des cycles annuels de formation. Cette démarche reflète la prise de conscience que nombre de problèmes complexes ne peuvent être abordés par de seuls points de vue experts, nécessairement réducteurs, mais requiert au contraire la création de synergies et la mise en commun de regards complémentaires. Alors même que les enjeux du débat science-technique-société se font de plus en plus pressants, force est de constater que cette démarche reste encore bien peu diffusée. L'intelligence collective mérite certainement un écho plus large. Or cette approche, fil rouge de l'ensemble des cycles et dont les auditeurs font une expérience directe promotion après promotion, est un dénominateur commun qui lie les auditeurs autant qu'une caractéristique propre à l'IHEST. Faire remonter ces expériences et présenter les regards croisés d'un ensemble d'auditeurs sur ce thème est donc apparu comme une contribution pertinente, autant qu'originale, au débat sur l'intelligence collective. Dès sa conception, le projet s'est articulé autour d'une série de temps de réflexion et de partage dans le double objectif de réunir les auditeurs autour d'un projet commun et de les conduire à la rédaction d'un ouvrage collectif. Il ne s'agissait donc pas de réunir un faisceau de regards experts sur ce sujet, mais de véritablement d'en explorer les différentes facettes et d'en construire ensemble une représentation. Il s'agissait donc de proposer la production d'un ouvrage sur l'intelligence collective, en intelligence collective. Comment y parvenir ? Comment réaliser un ouvrage en intelligence collective ? Le format Booksprint, la rédaction d'un ouvrage en un temps court par un petit groupe, encadré, est apparu comme une réponse originale à ce défi. Cette méthode d'écriture collective pouvait d'une part susciter la curiosité du groupe, et former d'autre part un cadre pratique permettant d'envisager la réalisation d'un ouvrage dans un temps restreint. Ce format, encore peu développé en France, a néanmoins déjà démontré son efficacité à l'étranger, de la rédaction de manuels à la production d'ouvrages académiques. Il nous a semblé d'autant plus pertinent qu'il met en jeu nombre d'outils d'intelligence collective qui constituent le thème de l'ouvrage envisagé et permettrait, ce faisant, de lier le fond à la forme. Mais l'idée du seul Booksprint ne pouvait suffire. Bien que l'écriture de l'ouvrage soit l'objet d'une session de travail collectif,
Des phases antérieures de préparation ont rapidement été perçues comme nécessaires au projet, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, l'ensemble des 550 auditrices et auditeurs ne pourrait de toute évidence pas participer au Book Sprint en tant que tel, qui réunit typiquement une dizaine de participants. Ensuite, il fallait se donner le temps de s'informer, mûrir et développer une plateforme pour co-construire le projet. Les Book Sprints traditionnels reposent en effet sur des rédacteurs déjà aguerris au sujet sur lequel ils doivent écrire. Ce n'était pas notre cas. Bien que nous ayons pour la plupart d'entre nous déjà rencontré l'intelligence collective, dans un cadre professionnel ou associatif, ou lors des cycles de formation de l'IHEST, nous n'en avions pas formulé un concept précis ni n'en étions véritablement spécialistes. Si nous en avions certainement une intuition, beaucoup d'entre nous la pratiquaient comme M. Jourdain sans le savoir. Une phase de préparation s'est donc avérée nécessaire pour développer une notion plus précise du sujet. À cette fin, plusieurs moments de rencontre et de réflexion ont été proposés. 2 colloques sur le thème de l'intelligence collective ont été organisés en cours d'année, conjointement aux sessions du cycle annuel en cours afin de permettre aux auditeurs d'y participer. Ils ont réuni chacun 2 intervenants, spécialistes du sujet et ont contribué à informer les auditeurs autant qu'à animer la réflexion. Le premier colloque a réuni Willy Robert, vice-président de Wikimedia France, et Joël Chevrier, professeur associé au Centre de recherche interdisciplinaire. Le second a accueilli les interventions du climatologue Jean Jouzel, membre du Conseil économique, social et environnemental depuis 2010, membre de l'Académie de sciences, ancien vice-président du comité scientifique du GIEC, organisme qui s'est vu décerner le prix Nobel pour la paix en 2007 au titre de lanceur d'alerte sur l'urgence climatique, et d'Olivier Piazza, directeur de la formation en intelligence collective, AL', Université de Cergy-Pontoise, pour des regards croisés sur les principes et la mise en œuvre pratique de l'intelligence collective. Autre temps de préparation, 3 ateliers ont formé des points d'étape clés du projet. Ils ont été organisés et coordonnés par Delphine Le Tertre, consultante spécialiste de l'intelligence collective. Le premier atelier a été consacré aux objectifs de l'ouvrage. À quel public le destinait-on ? Quelle thématique ? Et aux principales motivations qui le portaient. Le deuxième atelier a été le moment de commencer à penser le comment, en imaginant ensemble des éléments structurants du livre. Sans entrer au niveau de résolution d'une table des matières, l'idée de faire intervenir des grands témoins a émergé d'un groupe de travail. L'idée d'un questionnaire a pris forme dans un autre. Lors de notre 3e rencontre, le travail s'est concentré sur la préparation du Book Sprint lui-même et un appel a été lancé sous forme d'une petite vidéo pour promouvoir le questionnaire. Les grands axes de l'ouvrage ont été envisagés à travers 4 grands thèmes qui servirent de point de départ et de plateforme de discussion lors des premières séances du Book Sprint en juillet. À chaque atelier, l'ensemble des auditrices et auditeurs ont été invités à participer et à apporter leurs idées et à contribuer aux sessions de travail collectif. À la suite des ateliers, 4 questions sur l'intelligence collective ont été soumises à l'ensemble des auditeurs. Les réponses ont été analysées par le groupe de rédaction lors du Book Sprint et ont nourri la construction de l'ouvrage. Elles ponctuent les chapitres et permettent de faire remonter les diverses facettes de l'intelligence collective telles que perçues par un panel d'acteurs. Cette approche ascendante nous a permis d'ancrer directement la réflexion sur le fond d'expérience des participants. Un ensemble de grands témoins, identifiés pour leur expérience personnelle de l'intelligence collective, ont enfin été contactés directement pour les inviter à partager leurs pratiques. Leurs contributions viennent illustrer et enrichir les chapitres qui suivent. Jean-Marc Deltorne, Audrey Mikaïen, Evelyne Picheneau. Qu'est-ce qu'un Book Sprint ? La notion de Book Sprint n'est pas encore connue de toutes et tous, loin s'en faut. Ses origines sont récentes et sa pratique a avant tout été popularisée dans la culture anglo-saxonne, dans le domaine du logiciel libre. Une brève présentation du concept et des méthodes de réalisation semble donc se justifier. Qu'est-ce donc un Book Sprint ? C'est d'abord une méthode d'écriture collaborative d'un ouvrage en un temps limité. Il consiste en une session de travail intensif organisée pour l'écriture complète d'un livre, par plusieurs auteurs, réunis ou à distance, souvent encadrés par un facilitateur non rédacteur.
Le principe du book sprint s'inspire des cycles de développement itératifs, incrémentaux et adaptatifs caractéristiques des méthodes agiles, développées pour faciliter la création d'applications informatiques au début des années 2000. Une première ébauche en fut imaginée en 2005 par Thomas Cragg, un expert en télécommunications londonien qui cherchait un moyen de réaliser rapidement un ouvrage collectif. L'approche n'eut cependant de sprint que le nom puisque le projet s'étala finalement sur plusieurs mois. Mais l'idée de condenser un processus d'écriture collective en un temps limité était lancée. Elle fut reprise quelques années plus tard par Adam Hyde, fondateur de la maison d'édition Floss Manuals, qui développa la méthodologie à partir de 2008 pour arriver en fin de compte à un procédé clé en main en 2012. Ces bases reposent sur l'engagement d'un groupe de taille limitée, typiquement constitué de 5 à 15 participants, accompagnés d'un ou d'une facilitatrice. Cette équipe se réunit sur un même lieu pour une période de 4 à 7 jours durant lesquels les participants définissent de manière collective le contenu de l'ouvrage et sa table des matières, puis en rédigent les différentes parties. Des outils d'écriture collaborative sont le plus souvent utilisés pour faciliter l'échange d'informations et distribuer les textes en cours de réalisation à tous les rédacteurs. Écrire un ouvrage en groupe en 5 jours peut sembler un pari fou. Le résultat mérite-t-il simplement l'effort ? La pratique a pourtant démontré l'efficacité de la technique. De nombreux ouvrages ont été produits et publiés depuis les premières tentatives il y a environ 10 ans de cela, dont certains ont été reconnus pour leur qualité et ont reçu des récompenses. Notons enfin qu'outre l'objectif de production d'un texte, aussi ambitieux qu'il soit, le book sprint est aussi, et peut-être d'abord, une expérience humaine qui favorise l'échange d'idées et la co-création et permet au groupe de s'engager dans un effort collectif, une aventure unique. Un objet, périmètre et définition. Qu'est-ce que l'intelligence collective ? 1. Tentative S de définition S de l'intelligence collective. 1. Une collection de définitions. L'intelligence collective n'est ni une nouveauté ni une découverte, bien au contraire. Elle est fondatrice des organisations sociales, groupes, tribus, entreprises, équipes, gouvernements, nations, associations, guildes. Or, malgré cette présence de longue date, le principe tarde à se construire et à se définir. Il ne sera ébauché que relativement tardivement. On n'en discerne la première formalisation qu'à la fin du XVIIIe siècle, où Condorcet en trace une esquisse, et le concept n'émerge en tant que tel qu'au début du XXe siècle. Aujourd'hui, alors même que la notion s'est largement répandue et que sa présence, parfois excessive, est invoquée dans de nombreux domaines, du management à l'éducation, de la psychologie jusqu'à la politique, malgré un intérêt croissant donc, une définition établie semble encore faire défaut. C'est peut-être que la notion repose sur la composition de 2 concepts, chacun difficile à cerner. Collectif concerne certainement un ensemble d'entités, mais lesquelles personnes, machines, groupes ? Et s'il s'agit de dénombrer ces composantes, combien d'entre elles pour faire un collectif ? S'agit-il d'ailleurs d'un collectif, au sens d'un groupe caractérisé par un intérêt commun ? Ou ne faudrait-il pas plutôt comprendre le terme dans le sens de collaboratif, ou participatif ? De même, l'intelligence est une fonction aux contours décidément variables. Tour à tour rationnelle, émotionnelle, sociale, elle peut être animale ou humaine, artificielle ou naturelle, décrire une faculté d'adaptation, un processus de traitement de l'information pour atteindre un objectif, une faculté de compréhension, etc. On souhaiterait peut-être, pour plus de simplicité, une définition canonique. Celle du dictionnaire de l'Académie française par exemple, qui y voit la faculté de comprendre, de concevoir, de connaître, et notamment faculté de discerner ou d'établir des rapports entre des faits, des idées ou des formes pour parvenir à la connaissance. Mais sélectionner une source serait déjà faire un choix, serait déjà prendre parti. Ainsi opter pour celle du Larousse serait y voir l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle, l'aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, la capacité à saisir une chose par la pensée. Le Littré en liste quant à lui 8 acceptions, le Centre national des ressources lexicales plus d'une dizaine. Faire le choix d'une seule définition serait ignorer l'étendue d'une notion dont on s'étonne toujours de découvrir combien elle est riche de significations. Pour éviter l'écueil d'un tel parti pris,
Il nous faudra donc ici l'évoquer dans son sens le plus large, précisément car l'intelligence collective invite à n'exclure aucune de ces formes, pour que justement elles puissent échanger et entrer en dialogue, se faire écho et se répondre, et que l'une bénéficie de l'autre. Plutôt que de chercher à isoler qu'une définition synthétique qui capturerait de manière univoque l'essence du concept, il a ainsi semblé plus proche de l'esprit d'intelligence collective au cœur de notre projet de faire remonter du groupe, de notre collectif, une variété de notions qui expriment ensemble l'étendue des usages et de sens dans lesquels l'intelligence collective s'exprime. Plutôt que de prétendre à une définition, nous avons donc réuni un ensemble de tentatives de définition. 2. Des définitions issues du collectif. Quelle est votre définition de l'intelligence collective ? La première des 4 questions posées aux auditrices et aux auditeurs concernait expressément le problème. Le croisement des réponses qui nous ont été fournies a démontré, si besoin, la richesse du concept. De ces réponses sont ressortis des points communs, des complémentarités, parfois des divergences. À l'image de l'intelligence collective qu'elle s'efforce de circonscrire, la mise en regard de ces différentes définitions contribue ainsi à souligner la force d'une approche ouverte, intégrative, et l'intérêt de cette méthode en tant qu'outil d'analyse. Les réponses des auditeurs ont été organisées en 3 pôles. Quand faire appel à l'intelligence collective ? Quelles sont les caractéristiques des participants au projet d'intelligence collective ? Quels prérequis, outils, méthodes invoquées pour la mettre en œuvre ? 2.1. Quand faire appel à l'intelligence collective ? Une première caractéristique de l'intelligence collective qui ressort des réponses des auditeurs adresse sa fonction. Quand recourir à l'intelligence collective ? Toutes les situations ne requièrent pas en effet l'appel à une telle pratique. Si dans de nombreux cas, des décisions émergent simplement, individuellement, sans appel au collectif, elles permettent en revanche de répondre à des problèmes d'une nature particulière. L'intelligence collective apparaît ainsi comme un recours face à la complexité. C'est un processus qui implique des individus ou des groupes d'intérêts qui cherchent à définir une solution à un problème, souvent complexe, sur lequel ils peuvent agir. Ces groupes d'individus interagissent et communiquent face à un sujet complexe, par exemple, besoin d'adaptation dans un monde incertain, grâce à leur synergie. Mais l'intelligence collective est aussi pour de nombreux auditeurs un moyen pratique d'atteindre une décision qui réponde à un objectif commun. Il peut s'agir ainsi soit de capitaliser sur les idées et compétences de chacun en vue d'un but partagé, soit d'élaborer des objectifs et construire un projet et une feuille de route commune. Une première dimension de l'intelligence collective consiste donc de proposer un cadre pour répondre à un objectif commun, notamment face à des problèmes complexes. 2.2. Qui mobiliser pour mettre en œuvre un processus d'intelligence collective ? Quels individus réunir pour que celle-ci puisse se manifester ? Tous les groupes sont-ils propices à son expression ? La constitution d'un groupe aux caractéristiques spécifiques apparaît comme un élément de définition au fondement de l'intelligence collective. Les notions de diversité, de complémentarité, de variété, de compétences multiples sont souvent soulignées comme essentielles à la mise en œuvre effective de cette pratique. C'est ainsi le mariage de différents points de vue, sensibilités et compétences mais aussi différentes formes d'intelligence, ou encore la mobilisation d'acteurs variés, non experts, la mise en commun d'intelligences complémentaires et constructives, un espace dans lequel différents angles de vue sont susceptibles d'être combinés pour construire une vision partagée. Sans la réunion, le croisement de regards complémentaires, l'intelligence collective ne semble pas à même de pouvoir s'exprimer pleinement. Une deuxième dimension de l'intelligence collective repose ainsi sur l'engagement d'un groupe divers, aux compétences variées et complémentaires. 2.3. Quel processus, quel cadre ? Outre la réunion d'un faisceau d'individus aux aptitudes variées, une condition nécessaire à l'exercice de l'intelligence collective est l'établissement d'un cadre capable de permettre un échange, un dialogue entre participants. Sans interaction, l'intelligence collective n'est qu'une collection, une addition de regards. Un résultat certes utile mais qui omet cependant une composante clé de l'intelligence collective, l'émergence de synergie. Les notions d'écoute, de partage, de croisement d'idées sont ainsi des notions phares qui soulignent l'importance du facteur communication,
et de la qualité de celui-ci pour atteindre une mise en œuvre de l'intelligence collective, pour avoir une analyse plus complète des questions, la construction d'un véritable échange, la mobilisation des énergies et la mise en place d'une dynamique collective. Pour cela, les participants à l'exercice doivent se reconnaître, chacun comme disposant d'informations et d'intelligence, pas nécessairement les mêmes, être capable de s'écouter et de s'entendre mutuellement, de disposer d'un référentiel en partie commun, explicitable, permettant de justifier des raisonnements d'une manière intelligible. En effet, un processus d'intelligence collective se base essentiellement sur la faculté à écouter, assimiler et rebondir sur les idées des autres. Au-delà de la variété des connaissances, des spécialités et des compétences techniques individuelles, de telles synergies ne peuvent se réaliser que sous certaines conditions. Confiance, bonne volonté, bienveillance, transparence apparaissent pour les auditrices et les auditeurs comme une base essentielle à leur émergence. Il est nécessaire pour qu'il y ait intelligence collective, d'établir une base de confiance suffisante pour permettre à chacun de s'exprimer librement. En effet, un tel processus suppose pour être efficace, voire efficient, de faire confiance au collectif et à sa gouvernance claire et transparente. Ainsi, avant de demander aux personnes de travailler en intelligence collective, encore faut-il qu'un climat de confiance propice au lâcher-prise et au don soit instauré. C'est dans cet espace que se construit un terrain qui favorise l'écoute, le respect de l'autre, qui permettent de s'entendre sur ce pourquoi on est là, l'intention, l'organisation de la prise de parole. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.